Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire favorite, Le chant des sirènes, sur les ondes de votre radio locale Westrack. Nous sommes très heureuses de vous retrouver en ce jour férié, et pour certains ou certaines, saint de la Pentecôte, durant lequel nous partagerons avec vous, fidèles au poste, nos questionnements sur les sujets de société, sur l'actualité, sur nos découvertes culturelles et tout particulièrement musicales, coup de cœur, indignation face au monde comme il va pour les femmes, pas de repos pour la lutte chez les sirènes. C'est moi, Gabrielle, qui conduirai notre joyeux bateau ce soir. Montez donc à bord, chères auditrices et auditeurs. Le thème de ce soir nous emmène dans des contrées étranges qui mettront notre esprit critique en éveil, et s'il ne met pas tout le monde d'accord, il aura au moins l'avantage de susciter le questionnement et d'affûter notre attention. En effet, quoi de mieux qu'un jour férié catholique pour réfléchir sur les sectes. Depuis quelques années, les signalements pour les dérives sectaires à la Miviludes ne cessent d'augmenter et elles ont bondi même de 40% durant le confinement, à la faveur de l'isolement et de l'anxiété qu'il a généré. Ces dérives sectaires touchent particulièrement les femmes. Précarité financière, prédation sexuelle ou manque d'encadrement psychologique, lors des grossesses notamment, font des femmes en situation de vulnérabilité des victimes surexposées au risque d'embrigadement sectaire. Moins spectaculaire que dans les années 70, l'emprise sectaire est aujourd'hui plus insidieuse et avance bien souvent à visage caché. Ainsi, le discours sectaire se parse bien souvent d'éléments de langage attrayants et trompeurs pour attirer le chaland. Le féminisme, mais aussi l'écologie, qui sont par essence des notions tentaculaires, et je vous renvoie d'ailleurs à une émission précédente, Retour à la Terre, connaissent ainsi quelques dérives, des plus inoffensives aux plus loufoques, ou même aux plus inquiétantes. Pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, nous accueillons ce soir Caroline Granger, docteure en études anglophones, qui s'intéresse tout particulièrement aux questions éco-poétiques et qui vient discuter, réfléchir avec nous, mais aussi nous livrer un témoignage. Pour nous accompagner dans cette navigation complexe, j'ai autour de moi ce soir deux grandes prêtresses de l'émission. Pour la première fois à la technique, bonsoir Marie. Coucou Gaby, on est un petit peu en stress, on s'y fait, mais ça va pour l'instant, on gère. Ça va aller. Et Caroline. Bonsoir. Oui, en effet, les grandes prêtresses, elles sont toutes petites ce soir. Mais non, prosternez-vous devant nous. Et n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires, encouragements sur notre page Facebook Le Chant des Sirènes et sur le chat en direct de la radio westrack.com. Une petite pause musicale ? Mais tout à fait, on va commencer par un petit morceau de Black Lilies qui colle bien au thème, je trouve, vous allez voir. Donc pour Camille et Robin, la musique est une histoire de famille puisqu'ils sont frères et sœurs. Ces deux jeunes lyonnais forment le duo Black Lilies qui livre un rock folk énergique et sensible. Black Lilies témoigne fièrement la résilience à travers une pop intemporelle et organique, balançant entre puissance et vulnérabilité. Il nous livre une musique unique dans le paysage musical français et on va écouter Invisible Strings de Black Lilies. He
Et nous reprenons maintenant avec quelques news que va nous livrer Marie. Oui, et juste on écoutait Black Lilies, en fait, le morceau Invisible Strings. Et je tiens à faire un petit coucou à Rémi qui nous écoute, je le sais, voilà, je l'ai découvert sur son petit Facebook et merci de la découverte. Et c'est parti pour les news. Alors oui, effectivement, dimanche, donc hier, je suis un peu décalée, moi c'est vrai qu'on est lundi férié aujourd'hui, mais il y avait la 14e course-marche de l'Amazone qui a réuni 7000 personnes au départ, donc une course-marche de 6 km dans le centre-ville du Havre et dont les fonds sont reversés à des associations qui luttent contre le cancer et plus précisément le cancer du sein. Et puis une autre news que j'ai découverte tout à l'heure. En fait, c'est les archéologues qui ont trouvé une étrange sépulture vieille de plus de 2000 ans dans le nord de la Grèce. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est une découverte fantastique que vient tout juste de faire des archéologues près de la ville de Kozani, dans le nord de la Grèce. Donc ils ont mis à jour une très vieille sépulture dont le corps et les ornements qui y reposent sont particulièrement intrigants, car le squelette révélé est celui d'une femme qui aurait vécu au 1er siècle de notre ère. Et au vu des décorations et des artefacts qu'on a trouvés autour d'elle, elle aurait probablement été issue d'un milieu très riche de l'époque et aurait même fait partie d'une famille royale. Des fils d'or étaient en effet présents sur les mains de la femme, tandis que sa tête était recouverte de feuilles de laurier dorées, à l'image d'une couronne majestueuse. Très mystérieux tout ça. Et ce sont loin d'être les seuls éléments qui attirent l'attention des archéologues, puisque le squelette antique a en effet été déposé sur un lit de bronze dont les poteaux représentaient de magnifiques sirènes envoûtantes, spéciale dédicace, et un oiseau tenant un serpent dans la bouche, symbole par excellence d'Apollo, dieu grec de la musique et de la beauté, qui était quant à lui gravé sur le lit, donc cet oiseau avec voilà, et c'est entouré de mystère parce que donc une femme grecque particulièrement haut placée ayant vécu il y a 2100 ans. Voilà à peu près les seules informations dont disposent aujourd'hui les archéologues. Et alors ils sont en train d'analyser, les analyses sont en cours pour déterminer son âge à sa mort et les causes de son décès. Et en fait c'est une région dans laquelle a été faite la découverte qui est entourée de mystères parce qu'on sait très très peu de choses en fait sur les environs de cette ville, Kozani, à cette époque. Et elle se trouvait à côté d'une ville majeure appelée Mavropégie, qui était une ville qui abritait notamment un sanctuaire dédié à Apollon. Donc le mystère perdure sur cette femme, sur son lit entouré de sirènes et d'Apollon. Ça me fait penser à toutes ces tombes mystérieuses. Il y en a une qui a été découverte il y a quelques années, qui était supposée renfermer le corps de Vlad l'Empaleur, alias Dracula. Ah, donc peut-être, voilà, on peut faire une cartographie des tombes mystérieuses. Ouais. Merci beaucoup, Marie, pour ces quelques news. On va passer maintenant à l'interview de Caroline qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Je vais te présenter. Caroline, bonsoir. Bonsoir Gabrielle, bonsoir Marie et Caroline. Merci Bienvenue. Beaucoup. Donc Caroline Granger est docteure en études anglophones et a récemment soutenu une thèse consacrée à l'œuvre du chorégraphe Merce Cunningham. Ses recherches l'ont menée à s'intéresser tout particulièrement à l'éco-poétique, mais elle a également vécu une expérience qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de parasectaire, qui nous a semblé être emblématique des nouvelles dérives d'aujourd'hui. Son parcours et son expérience nous ont semblé être intéressants pour réfléchir ensemble aux frontières souvent floues entre des pratiques plus ou moins mystiques et la manipulation en tant que telle. Caroline, bonsoir. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'éco-poétique et tout d'abord, c'est quoi l'éco-poétique ? Alors tout d'abord, je pense que ma direction vers l'éco-poétique était tout d'abord vraiment intuitive et presque empirique, dans le sens où je pense que c'est ma pratique beaucoup plus jeune de l'équitation, puis plus tard de la danse contemporaine, de la marche en plein air qui m'a amené sur un chemin, me mettre en relation avec le vivant. Et puis après, au cours des études, voilà, j'ai rencontré l'œuvre du chorégraphe Merce Cunningham et les études, plutôt les humanités environnementales.
Et j'ai adopté donc ce prisme pour proposer une nouvelle analyse de son œuvre. Alors pour répondre à ta question, Gabrielle, donc qu'est-ce que l'éco-poétique ? Je vais en donner une définition assez simple. En fait, c'est l'hypothèse qui soutient le fait qu'un poème ou une œuvre d'art serait issue ou serait la création d'un lieu d'habitation. Donc cette démarche, en fait, crée un lien d'emblée entre nos environnements que Donna Haraway nomme nature culturelle. Donc il n'y a plus du tout de différenciation entre la nature et la culture. Ça s'écrit en un seul mot. Et par là même, nous amène à nous lier au vivant, ou du moins à porter une attention particulière au vivant. Donc ça veut dire que la recherche investit donc pleinement cette question du lien entre nature et culture aujourd'hui, et ça permet de renouveler les regards sur les œuvres d'art. Oui, d'ailleurs ce terme nature et culture est à mon sens quasi disparu. D'accord, ouais. Très bien. Qu'est-ce que c'est que la différence pour toi entre ce qu'on appelle l'éco-poétique, qui est peut-être réservé plutôt plus particulièrement à la recherche et qui n'est pas très connu par le grand public, et l'écoféminisme ? Alors, je tiens à vraiment préciser que je ne suis pas chercheuse en études écoféministes. C'est pas mon champ de recherche. Néanmoins, je côtoie de nombreuses chercheuses qui travaillent dans ce domaine. Et pour être la plus juste, je vais vous proposer une citation de l'ouvrage qui s'appelle du coup Reclaim. Donc c'est un recueil de textes écoféministes les textes sont choisis et présentés par Emily H. Cet ouvrage est publié aux éditions Cambourakis. On mettra les références sur notre page. Et voilà, donc dans l'introduction, à la page 19, on peut lire, pour reprendre les termes de l'une d'entre elles, c'est la même société qui valorise une culture de guerre dans laquelle les femmes peuvent être violées, insultées, agressées, aussi bien chez elles que dans la rue. C'est la même culture qui entretient un rapport de destruction à l'égard de la nature et de haine envers les femmes. C'est donc cette culture dans son ensemble qu'il s'agit de changer. Donc en fait, je pense que par cette citation, on voit combien l'écoféminisme est né d'un militantisme dans les années 80, et particulièrement au moment où des femmes se sont mobilisées contre l'expansion du nucléaire. Et à partir de là, je pense, alors j'espère ne pas faire trop de raccourcis, mais ce qui a été démontré comme une exploitation, une oppression du patriarcat de l'homme blanc envers la femme pouvait, comme le dit la citation, s'appliquer aux vivants. Du coup, là vont se greffer en fait une démarche particulière, entre les revendications féministes et les revendications en humanité environnementale. D'accord. Très bien. Et pourtant, aujourd'hui, ce qui nous amène aussi à t'avoir fait venir ce soir, c'est que ces idées éco-poétiques, écoféminisme, qui sont a priori dans le champ de la recherche ou du militantisme, donc sont a priori éloignées du sectarisme. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces mêmes idées sont parfois le terreau de certaines dérives, selon toi ? Alors, je pense que un des points forts des écoféminismes, puisqu'il faut vraiment l'utiliser, je pense, au pluriel, ce terme, permet à de nombreuses voix d'être entendues. Donc par conséquent, comme il y a une volonté d'ouverture, il y a forcément plusieurs propositions qui vont se faire. Et dans cette pluralité, il est revendiqué une non-hiérarchisation. Donc, c'est-à-dire que chaque voix doit être considérée dans un souci d'égalité. Et bien sûr, il y a la partie éco, qui est la relation au vivant. Et le vivant demeure un espace mystérieux, car la science n'a pas pu encore expliquer tous ces secrets. Alors effectivement, quand on côtoie le vivant, on peut côtoyer ne serait-ce que des animaux qui utilisent un langage différent du nôtre, des pensées autres. On peut observer aussi des situations météorologiques assez inattendues. Et donc, en étant confronté à ces situations
qui sont quelque peu déstabilisantes, et puis aussi le fait d'avoir des phénomènes qui peuvent être à nos yeux invisibles, à mon avis, rend possible des croyances, voilà, comme... tout est très mystique, du coup, ça laisse l'interprétation, voilà, autre chose, quoi. Il peut y avoir effectivement un déploiement du mysticisme face à des choses difficilement explicables ou invisibles. Voilà, c'est vrai que quand, un exemple tout bête, les ruches, les fourmis, comment elles communiquent. Alors bien sûr, la science a énormément avancé, mais on peut aussi donner un caractère spirituel. Voilà. Tout à fait. On entend aussi beaucoup parler aujourd'hui de féminin sacré, par exemple, dans certains discours féministes, donc qui sont par essence des notions hyper vagues et larges. Pourquoi est-ce que, par exemple, ce terme de féminin sacré, ça peut être source de tromperie, voire de manipulation aujourd'hui ? C'est vrai que ce terme est vraiment, pour moi, complexe. Ne serait-ce que très récemment, j'en discutais avec des amies, justement, chercheuses en écoféminisme. Et elle s'interrogeait elle-même sur comment définir le sacré. Et alors, la définition qui est apparue était celle d'une référence à un lieu qui est protégé. Effectivement, oui, c'est ça le sacré à l'origine. Oui. Voilà, qui ne doit pas être profané. Inviolable, oui. Alors effectivement, on peut transposer cette définition au corps de la femme, effectivement, qui ne doit pas... être violée, bien évidemment. Mais pour beaucoup de personnes, en fait, ce côté sacré se lie à la spiritualité. Et c'est là où la nuance est très tenue et peut être une porte sur, effectivement, des pratiques très, très différentes. Après, je pense que ce terme aussi peut poser question. Féminin sacré ? Oui, par rapport au féminin, parce que là c'est vrai que du coup j'ai abordé un peu le côté sacré, et d'ailleurs en repensant effectivement dans l'approche écoféministe, le vivant est aussi considéré comme une zone à défendre et effectivement devient sacré. Donc pour le pendant sacré et féminin, moi me questionne, j'ai pas de réponse. Comment définir le féminin. C'est bon, voilà. Ça. Alors du j'ai coup, quelques ça ouvre questions. la porte à un essentialisme, dire que le féminin c'est quelque chose, alors même que on a plutôt tendance à penser que c'est une construction, quoi. Oui. Et alors après, souvent dans ces pratiques de féminin sacré, il va y avoir des propositions non mixtes. Alors, je pense qu'effectivement, ça peut être une étape nécessaire pour des femmes de se retrouver d'abord en tant que femme. Après, je me questionne par rapport à la suite en fait d'un vivre ensemble. Là, clairement, ouais. Moi, je suis entièrement d'accord. Ouais. Donc c'est vrai que le féminin sacré pour moi vraiment ouvre. On marche sur des œufs. Pour moi, quand on s'attache à vouloir redéfinir les termes, et puis cette alliance qui est faite entre les deux termes, faut être très vigilante, je pense, sur les activités ou les projets qui... Donc à l'origine, quelque chose qui part plutôt d'une volonté militante et qui... pour l'écoféminisme. Pour l'écoféminisme. Oui, il faut bien du coup faire distinguer l'écoféminisme et du coup parfois des pratiques qui se sont... liées à ce terme comme le féminin sacré. Mais du coup, ça me fait penser, je ne sais pas si vous aviez entendu parler d'une secte, en fait, surtout d'un gourou qui s'appelait Adnan Oktar, qui était un gourou turc, en fait, qui a défrayé la chronique, parce qu'il a touché des millions de personnes avec sa théologie truffée de pseudosciences. En fait, c'est un gourou créationniste turc qui
alors attendez, que je retrouve, qui était un grand orateur et qui s'insurgeait par exemple contre les juifs, les francs-maçons, Charles Darwin et tout ça. Et il est devenu célèbre justement pour ses émissions de télévision turques dans lesquelles il discutait des principes islamiques, tandis que des femmes légèrement vêtues et aux cheveux blonds décolorés dansaient sur de la musique pop. C'était très bizarre en fait. Il avait donc cette télé évangéliste un peu. Et en fait, les femmes, toutes les femmes qui sont autour de lui, elles étaient à moitié botoxées et tout, elles étaient toutes blondes, enfin ça faisait vraiment poupée Barbie, c'était très étrange. Et du coup c'est un chef religieux, Adnan Oktar, donc qui était très connu en Turquie au début des années 80, qui est donc un musulman créationniste et qui se vantait parce qu'il avait une étrange vision de l'islam, et il se vantait d'avoir introduit ses fidèles au féminisme justement. Il appelait les femmes qui faisaient partie de ses fidèles les kittens, donc qui veut dire petite chatte quand même. Et enfin voilà, donc ces femmes, elles avaient troqué l'hijab pour des tenues traditionnelles contre des tenues de designer, du maquillage et des opérations chirurgicales. Et en fait, Oktar et ses adeptes essayaient de dessiner ce qu'ils appellent un nouveau visage de l'islam moderne. Voilà, par leur studio A9 et le télévangélisme, toutes les émissions qu'ils faisaient. Et en fait, c'était très bizarre parce que il expliquait, voilà, la femme est sacrée et tout, son corps est sacré, on peut pas la cacher, on peut pas lui faire du mal parce que du coup ça détériore sa peau et tout ça, et la femme est puissante. Et du coup, il y a une journaliste de Vice qui était allée le rencontrer, je crois que c'était en 2015, qui avait fait un documentaire, et c'était très très chelou quoi, parce que il l'avait maquillée, elle, la journaliste, tu vois, avant de passer justement dans son émission. Et en fait, elle pensait rencontrer ces femmes, les Kittens, avant l'émission. En fait, pas du tout. Et donc l'émission a commencé, les femmes sont arrivées parce qu'elles demandent, elles viennent d'arriver, elles rentrent dans le studio. Et elle leur demande, voilà, est-ce que je peux poser à ces femmes comment elles en sont arrivées là, leur histoire et tout ça. Donc les femmes, une qui prend la parole demande à Oktar là si elle peut expliquer. Donc il dit oui, bien sûr, pas de souci. Et donc voilà, leur discours il est très précis, tu vois, de Darwin sur l'évolution et tout, que les femmes sont puissantes. Elle parle de lui en disant mais lui il nous respecte carrément et tout. Nous, on est très puissantes et tout ça. Et bref, tout ça pour finir en janvier 2018 que ce mec-là, ce prédicateur turc, souvent qualifié donc de chef d'une secte sexuelle, il a été condamné à 1075 ans de prison par le gouvernement turc pour agression sexuelle, abus sexuels contre des mineurs, fraude et tentatives d'espionnage politique et militaire et autres crimes. Donc voilà quoi, et c'est assez ouf, surtout en Turquie, tu vois, qu'un mec comme ça ait pu prendre autant d'espace. Ouais. Donc voilà, c'était une petite secte bien sympathique. Ouais, et où le féminin sacré est pas du tout c'est ça. Ce qu'on croit, et même l'inverse. Ouais. Ok. Pour finir justement là-dessus, d'après toi, Caroline, pourquoi est-ce que l'écoféminisme aurait du succès aujourd'hui ? Alors je pense que comme je l'ai dit précédemment, l'écoféminisme donne vraiment la parole aux femmes de façon non hiérarchisée, multiple. Donc c'est une possibilité d'expression à saisir. Et puis bien évidemment, la question des droits de la femme, la crise environnementale sont vraiment présentes, je pense, dans les médias de façon quotidienne. Donc je pense que tout le monde se sent, je pense, concerné. Après, il faut utiliser, comme je le disais aussi, ce terme avec prudence et être particulièrement vigilant quand on rencontre ce terme, parce que le fait que que les voix soient proposées de façon non hiérarchisée nous amène, nous, lecteurs ou lectrices, à avoir un regard critique. Parce que effectivement, comme le jugement n'est pas fait, n'est pas orienté, du coup, c'est à nous, les personnes qui reçoivent les écrits ou les activités étiquetées écoféministes, à bien rester objectif. Et regarder ce qui se cache derrière ce terme. Voilà. Donc il y a à la fois effectivement des avantages et des opportunités créées par l'écoféminisme. Après, il faut que
voilà, avant de s'engager peut-être dans des textes ou dans des activités écoféministes, se positionner voilà, en tant qu'individu et vraiment poser les choses avant de... Regarder les sources. Voilà, d'où vient la ne voix, pas faire comme ce que j'ai pu faire. Voilà, eh bien, petit spoil, là. On va faire une petite pause musicale et on parlera davantage de ton expérience personnelle après ce petit morceau que va nous présenter Marie. Oui, tout à fait. Alors, après leur premier album Cut Up, sorti en 2018, les Métro Verlaine, originaires d'Évreux, viennent de sortir leur deuxième album, intitulé Funeral Party, donc chez le label Kids Are Lofi et le CEP Records. Donc, c'est le fruit d'un travail imprégné de frustration, puisqu'il est composé durant l'année 2020, vous savez tous, juste après l'apparition du Covid. Donc, Axel et Raphaël, les deux têtes pensantes derrière ce combo post-punk, ont très vite ressenti l'envie de sortir ce deuxième album et donc ont travaillé toute l'année 2020 sur celui-ci. On va écouter le morceau Life is a Riot qui nous transporte dans les rêves les plus fous d'un employé de bureau qui se fait maltraiter par sa patronne. Entre onirisme et revendication, voilà un très beau mélange. Je vous conseille aussi d'aller voir leur clip. On écoute Métro Verlaine, Life is a Riot. Merci beaucoup Marie pour cette proposition musicale. C'était Métro Verlaine avec le morceau Life is a Riot. Merci beaucoup. Plaisir.
Caroline, du coup, on revient à ton expérience personnelle parce que la raison pour laquelle on avait envie de t'entendre aussi ce soir, c'est que tu as vécu à titre personnel une expérience qui pourrait s'assimiler à une dérive sectaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Eh bien, tout simplement, comme je pouvais, j'ai fini la première partie de l'entretien en disant qu'il fallait être très vigilante, vérifier les termes, ce qui se cachait derrière les mots qui étaient utilisés, etc. Donc, pour ma part, c'est pas du tout ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc, ça remonte à 2 ans. Tout simplement, une amie m'a proposé d'aller faire un stage de danse et de yoga dans les Pyrénées. Donc tout semblait vraiment hyper enthousiasmant. Les planètes étaient alignées. Et voilà, une des personnes qui animait le stage était connue de mon amie. Je lui ai fait confiance, elle faisait confiance à cette femme. J'ai pas vérifié le lieu, le CV des intervenantes, tout simplement. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment un bon moment à partager avec une amie, de danse et n'importe yoga, qui pourrait faire. Et en fait, dès que nous sommes arrivés sur le lieu, Donc quel lieu, est-ce que tu peux préciser ? Ah oui, c'était un lieu important, c'était à Bugarach. Déjà, t'aurais dû avoir une petite... Et oui, mais là, mon ignorance pour ce lieu. Et donc, on rappelle pourquoi Bugarach est un peu connu, justement, vis-à-vis de tout ça. Alors, tout à l'heure, t'as l'air assez calée, Marie, peut-être. Non, parce que j'en ai entendu parler, mais c'est vrai qu'au passage à l'an 2000, où il y a eu le bug où il devait y avoir le bug de l'an 2000, tous les gens un peu barrés qui croyaient aux extraterrestres ou à la fin du monde se sont tous réunis dans ce petit village parce qu'apparemment il y a eu un magnétisme particulier dans cette montagne, je crois, et du coup tout le monde voulait être là pour être protégé de la fin du monde, donc il y a quelque chose dans ce village, quoi. Et ça a marché puisque la fin du monde n'a pas eu lieu. Tout à fait. Est-ce grâce à eux? Pas mystère. Donc mais moi j'y suis allée de façon naïve, j'avais pas fait attention au lieu, et puis après dès la première rencontre avec les animatrices de cette semaine, ça m'a paru ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais imaginé, et vraiment dès les premières instants. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a mis une sorte de puce à l'oreille, même si tu l'as peut-être pas formulé tout de suite ainsi dans ta tête ? Alors tout simplement, et je pense que par rapport à cette expérience, je pense que c'est les réactions de mon corps en fait qui m'ont beaucoup aidée, parce que quand on entend un discours qui correspond pas forcément au nôtre, mais vraiment de façon tolérante, tout d'abord, et puis après le discours s'intensifie, et puis peu à peu on se dit que on a l'air d'être la seule en fait à ne pas penser de cette façon-là, donc le doute s'installe et on perd un peu nos repères, pour que je caractériserais scientifique ou rationnel. L'esprit critique, quoi. Un esprit critique. Je me disais, mais c'est quand même incroyable que face à ce discours, personne ne réagisse, que j'ai l'impression d'être la seule à devoir contester. Alors contester tout d'abord en silence, et puis peu à peu, j'ai quand même exprimé mes divergences. Mais pour revenir à le corps, tout simplement, dès que je suis arrivée, on m'a appliqué un baume sur le torse. Et il y avait en permanence, alors je crois que c'était la note sol, je crois, qui a un lien avec la note universelle, je crois. Le home. Oui. Et donc il y avait ce son constamment dans la pièce dès que la yogi était présente, et ce baume. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, mais moi, je vais avoir mal à la tête, en fait, avec cette odeur dégagée par le baume et ce son, permanent.
Donc voilà, sans... bon alors après, effectivement, cette personne tenait aussi des baguettes de sourcier, donc ça c'était pas non plus ma croyance, mais bon, après, je sais que... Ouais, pour un stage de danse et de yoga, déjà tu te dis, oh là. Voilà, mais bon, sans forcément... émettre trop de jugement au départ, j'ai tout de suite senti en fait que voilà, juste à me dire je vais avoir mal à la tête, ça, voilà, je sens qu'il y a quelque chose dans lequel je me sens pas, voilà, je me suis dit je suis pas confortable en fait, voilà, d'entrée. C'est un peu déjà te mettre dans une transe avec un son tout le temps derrière, oui, enfin tu sais, des trucs qui se sentent fort et tout, c'est un peu ouais, on modifie directement ta perception, manipulation mentale. Voilà. Et c'est vrai que vraiment, alors étant donné que au fil des premiers jours, le programme était très intense. C'est-à-dire qu'on devait être, je sais plus, c'était 6h ou 7h du matin déjà, avoir une pratique de yoga avant le petit déjeuner. Bon, je sais aussi que c'est des pratiques, voilà, comme les jeunes qui se ouais, ça peut passer, quoi. Okay. Voilà, mais vraiment, on n'avait pas de moment. Enfin, je me souviens très bien qu'on avait pris avec nous des livres parce qu'on est de grandes lectrices. On n'a pas pu ouvrir un livre à un seul moment. Et pareil, du coup, la nourriture nous était donnée. Voilà, précisément, enfin, et c'est vrai qu'à partir de ce moment, on dort pas beaucoup, on pouvait pas échanger véritablement pendant les repas. Ouais, parce que tu disais qu'en fait, il fallait pas parler. Disons que ce qui était forcément, enfin, c'est plus fin que vous n'allez pas parler, bien évidemment. En fait, on était invités à garder le silence pendant les repas pour justement pouvoir savourer les mets de façon plus raffinée, etc. Ouais, les carottes crues. Voilà. Et puis on avait toujours une porte ouverte. Bon, après je vais dire très simplement, entre manger à une table en silence à l'ombre, voilà, ou par terre en plein soleil. Bon, on se dit qu'on va peut-être rester à la table à l'ombre dans le silence, quoi. C'était voilà. Et puis aussi quelque chose qui est important. Alors je pense à ça maintenant parce qu'on parle du repas, mais ce n'est pas forcément évident d'être tout le temps en opposition au groupe. Parce qu'effectivement, là, ça voulait dire... alors déjà que j'avais pu me mettre en retrait par rapport aux propositions de yoga, enfin surtout de yoga, moins de danse. C'est vrai que là, de nouveau, au repas, ça veut dire que je m'isolais de nouveau. Et puis dans cette question d'isolement, j'étais pas aussi très à l'aise parce que je me disais aussi que ces femmes étaient venues... je voulais pas gâcher, quoi, pas être... puis à un moment tu te dis tiens, on va tenter le truc, enfin tu vois, voir comment ça se passe, quoi. Enfin. Oui. Mais après ça avait pas été dit parce qu'effectivement il y a plein de retraites silencieuses qui sont expérimentées, mais là en fait c'était pas écrit dans le programme, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Donc de ce que tu racontes, c'était quelque chose de finalement très contraignant sans que ça le paraisse comme ça au premier abord, mais oui. Tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de contraintes et en plus si toi tu étais entouré de personnes qui ne voyaient peut-être pas la contrainte, ça devait être encore plus pour toi. C'est assez compliqué parce que déjà la contrainte on la ressent pas tous et toutes de la même façon. Et je connaissais pas non plus les parcours de ces personnes. Donc peut-être que... Mais c'est aussi peut-être le fonctionnement, hein, c'est qu'effectivement les personnes viennent pour se mettre peut-être entre les mains d'eux, qui sont peut-être très tourmentés, et le fait d'avoir des contraintes, un cadre très restreint peut finalement leur procurer un certain épanouissement. Et c'est vrai que ça c'est assez difficile... dans la posture
adopté. Donc, oui, du coup, j'ai dû partir un peu loin par rapport à ta question, Gabrielle. Non, voilà, je souhaitais répéter ton témoignage, du coup. Ouais, c'était quoi le programme d'une journée, du coup? Alors, on se levait tôt, on se levait yoga tôt, avant il y le avait petit-déj. 2 heures de yoga avant le petit-déj, puis 2 heures de danse, déjeuner très rapide, 2 heures de yoga, 2 heures de danse. Tout petit moment au moment du dîner, voilà, le repas, la douche. Et le soir, là, alors, des rituels en tout genre. Il va falloir que tu sois un peu plus précise, parce que là, tu aiguises notre curiosité. C'est de mon curiosité. Alors, des rituels, justement, qui étaient étiquetés féminin sacré, ou oui, surtout oui, féminin, la question du féminin sacré. Mais du coup, c'était des discussions ou c'était quoi? Alors, parfois, oui. Il était posé. Et on pouvait avoir la question qu'est-ce que pour vous le féminin sacré? Voilà, on pouvait l'entendre et chacune donnait sa définition. Enfin, sauf moi, du coup, qui n'ai pas réussi à la donner. Enfin, je dis sauf moi, mais voilà, oui, ou du moins il y avait beaucoup de nuances, mais c'est vrai que moi je dis que j'avais du mal avec. Ou je me demande même d'ailleurs si c'était pas sexualité sacrée d'ailleurs. Vraiment, là, je m'étais. Là, tout de suite, ouais. En réfléchissant, je me dis qu'il y avait peut-être eu aussi ce mot de posé. Ouais, voilà. Et des méditations, tout d'abord. Alors, toujours proposé dans un cercle de femmes. Alors, de nouveau, il est dit que dans un cercle de femmes, la parole circule, qu'il y a une certaine égalité. Bon, après, j'observais peu à peu que, en fait, c'était toujours les 2 personnes qui menaient, la discussion. Donc, c'était finalement hiérarchisé, je trouvais. Et alors après, je pense que vous voulez que j'arrive à mon expérience de l'œuf de Yoni dans ce rituel. Peut-être expliquer pourquoi effectivement au fur et à mesure tu t'es dit là ça craint vraiment, parce que là on sait pas trop encore. Ça c'est du yoga, bon ok tu manges, t'as pas trop le droit de parler, bon ça peut passer, tu vas pour un truc de jeune, de oui. yoga et tout, et qu'est-ce qui t'avait fait dire alors là, après, ça c'est plus une secte ou un truc voilà qui craint quoi. Ouais. Alors après, je dirais que la première chose où je me suis dit là vraiment, alors pareil pour mes convictions, etc. en la science, le premier événement, ça a été la diffusion d'une vidéo YouTube avec un écran partagé qui montrait que des docteurs, des médecins en Chine pouvaient guérir de cancer par les vibrations de la voix et la vibration des cellules. Et là, alors là, je me dis, mais c'est quand même incroyable que parmi toutes les femmes qui sont autour de moi, personne ne réagisse. Tout le monde, malheureusement, connaît quelqu'un concerné par le cancer. Et personne ne réagit. Et là, moi, je me dis, bon, là, déjà... Et puis ça n'était plus dans... dans le cadre. Voilà. Donc là, déjà, je me suis dit, bon, c'est un peu étonnant. Ensuite, lors de pratiques de yoga... j'ai vu alors je sais que des personnes ont ce genre de pratique, la transe, mais je ne l'avais jamais vue. Voilà. Alors moi, j'ai pas ressenti la transe, mais je l'ai observée. Et du coup, se pose la question de quelle est la limite entre la liberté individuelle et la non-assistance à personne en danger. Carrément. Quand je vois quelqu'un qui me semble, moi, avec mes lectures... ne pas aller bien ou je sais pas, faire une crise. Voilà. Oui, d'autant qu'on sait que ça peut être médicalement dangereux de se mettre dans un état pareil. Voilà. Donc je commençais à me dire ça commence à prendre des proportions. Et puis après le discours lié à des croyances en tout genre, venu de rituels indiens, venu de la figure de Marie-Madeleine pour des personnes déçues, à mon avis, par le catholicisme, qui du coup se recrée, différentes, un discours vraiment... Ouais, puis il y avait une sorte de syncrétisme, une espèce de fourre-tout mystique où tout se mélange en fait. Oui, parce que comme je disais, il pouvait y avoir aussi une femme qui avait un tambour chamanique. Il y avait un mélange de croyances vraiment, alors qui finalement,
je pense, se lier par les femmes, en fait. Le dénominateur, c'était ça, quoi. Oui, au final, je pense que le fil rouge, c'était les femmes, parce que moi, j'arrivais pas à trouver, justement, même, je me disais, bon, bah, je veux bien entendre tel discours, mais là, on passe à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui avait été dit. Et du coup, voilà, l'accumulation a fait que je me suis dit, au bout de 3 jours, il fallait que je quitte ce lieu. Et difficile de quitter le regard des animatrices sur ta décision ? C'est pas évident de se dire bon là et puis ça nous avait aussi généré quand même beaucoup de stress parce que se retrouver en face d'un groupe qui ne pense pas du tout de la même façon que soi, c'est assez perturbant. Et de se demander quelles vont être les réactions. Voilà, vraiment sortir du groupe, c'était pas facile, mais encore, hein, c'est fait avec discernement, puisque quand on a quand même dit que nous allions quitter le lieu. C'est vrai que la réponse que l'on a eue, c'était que probablement nous n'étions pas prêtes. Voilà, donc ça laisse forcément pour la personne éventuellement possibilité de revenir. Hein. Pour celles qui restent, ça leur donne l'impression qu'elles sont fortes et qu'elles sont prêtes et qu'elles sont sur la bonne voie. C'est ça. Et puis en plus, quand j'étais un peu en colère quand même, je lui ai dit, bon, bah, je pense que là, Yogi, tu n'es pas surprise. Et en fait, elle dit, ah si, je pensais vraiment que tu allais réussir, quoi, entre guillemets. Donc, t'as échoué. Voilà, c'était... Non, c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça que je peux imaginer que les personnes, voilà, qui restent plus longuement. Et puis, quand je revenais au corps, parce que, voilà, le fait que je pense avoir réussi à garder ce discernement, c'était le refus de ce baume qui, on ne sait pas trop, mais peut-être que il y avait d'autres choses dans le baume. Ça, je ne sais pas, mais ça expliquerait certains comportements, même si on m'a dit que le cerveau, même sans substance très stimulée, pouvait aussi déclencher ce genre de choses. Ça, je ne peux pas dire, mais en tout cas, je pense que j'ai pu garder un peu un esprit critique, mais que justement, en fait, ce qui était impressionnant aussi, c'est que ce genre de manipulation n'agit pas sur la partie, je veux dire, qui nous permet de raisonner. Ça agit sur d'autres sur les points. Sens. Et du coup, même des personnes qui ont tout un bagage culturel, personnes cultivées, peuvent vraiment se retrouver aussi dans cette situation. C'est d'autant plus effrayant, si on... Justement, pour finir, quels signaux, d'après toi, devraient être alarmants ? Tu parlais beaucoup du corps, donc pour synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qui devrait être de nature à nous alerter ? Alors, je pense, pour faire la synthèse de ce que j'ai dit, peut-être le pot pourri de discours mystiques, peut-être, se dire que, si vraiment il y avait une démarche... à la rigueur que ce soit cohérent, peut-être le silence imposé, un programme très chargé, qui empêche le repos et enfin du moins le déploiement de l'esprit critique, si tout ça n'a pas été posé en fait au départ, si effectivement la personne s'engage dans cette démarche, il y a aucun souci, mais c'est vrai que quand on découvre et puis aussi s'écouter en se disant, est-ce que véritablement j'ai encore de l'appétit, est-ce que j'ai faim, de nombreuses femmes avaient des cauchemars, alors pareil, est-ce que j'ai un repos serein, et puis aussi moi ce qui m'a interpellée aussi, c'est que par rapport au cadre, alors même si ce lieu est empreint de mystère et doit être approché avec discernement, le cadre est magnifique.
Et justement, on était souvent enfermés dans une salle, en fait. Et ça aussi, le fait, je pense, tout simplement de ne pas avoir d'isolement, de ne pas avoir accès aux espaces comme on... Alors après, on pouvait partir éventuellement... C'était pas prévu, quoi. Mais c'était pas prévu. Et puis, c'est surtout que c'est toujours la personne qui doit choisir et trouver vraiment la posture pour sortir, etc. Il n'y a pas... Voilà. Ok. Bien, on va s'écouter un petit morceau. Ouais, avec plaisir, on va faire une petite pause. Je vous propose de découvrir Loose and the Yakuza, si vous connaissez pas. Donc Loose, c'est une anagramme de soul, et the Yakuza se réfère à tous ceux qui travaillent pour elle, que ce soit sur scène ou en coulisses. Loose and the Yakuza, c'est son nom de scène, bien sûr, mais sinon elle s'appelle Marie-Pierre Kakoma. Elle est auteure, compositrice, interprète, rappeuse et mannequin belge, congolaise et rwandaise. Voilà, c'est assez classe. On va écouter le morceau Qui sait tout de suite. Que c'est T'étais folle déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes mots. On finira de haut au commissariat. Je changerai pas quitter même si j'ai le choix. Juste une seule nuit bercée dans tes bras. C'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit, au pied no Yeezy. À deux dans le mosh pit, au pied no Yeezy. Qui ça Les gens nous regardent et que j'ai rien à voir. Vous avez la boca, ils veulent tous être comme toi. C'est bien qu'ils ne peuvent pas, mais ils veulent tous t'avoir. On n'a pas besoin de ça, on est très bien comme ça. Si on en a marre, un jour futur de se voir, faudra prévoir une signature impar. Pas que le soir, on finisse dans les tracas. T'es mon territoire, faudra se battre pour t'avoir. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit, au pied no Yeezy. À deux dans le mosh pit, au pied no Yeezy. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit, au pied no Yeezy. À deux dans le mosh pit, au pied no Yeezy. Qui ça Nous revoilà donc dans l'émission. Merci beaucoup Marie pour ce morceau qui était, tu peux le rappeler, Loose and the Yakuza. Merci beaucoup. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse ou pas, on va peut-être faire un petit aperçu de différentes sectes étonnantes, étranges, effrayantes aussi. Est-ce que Marie, tu peux rappeler la définition du mot d'abord ? Alors déjà, une secte, donc la secte c'est un nom féminin qui vient du latin secta de seci, qui veut dire suivre. Donc il y a plusieurs définitions, mais c'est en gros un ensemble de personnes qui professant une même doctrine, que ce soit philosophique ou religieuse, ou un groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes, ou ça peut être aussi un clan constitué par des personnes ayant la même idéologie. Donc en fait, la secte, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'une bande de potes qui pensent tous la même chose, ça devient une secte Mais voilà, donc j'ai cherché un petit peu les pires sectes de tous les temps. Donc il y a, je sais pas si vous vous souvenez, le Temple du Peuple, qui est une secte qui a été fondée en 1953 par le révérend Jim Jones.
Voilà, elle applique les fondements du marxisme, a pour objectif d'aider les plus démunis. Donc à la base, c'est plutôt cool et détente, hein, ils sont communistes, antiracistes. Jim Jones veut réunir les blancs et les noirs dans une perspective anti-ségrégationniste. Puis ça commence à sentir le vinaigre. Jim Jones force ses adeptes à croire que la CIA les persécute parce qu'ils sont justement antiracistes. Fait croire qu'il guérit ses adeptes du cancer, c'est normal, il se considère comme la réincarnation de Jésus. Et puis ça finit sur une orgie de cyanure. Si tu prends pas ta dose, on te colle une balle dans la tête. Voilà. Toutefois, on apprend quelques années plus tard que le révérend Jones a volé ses fidèles, simulé de faux miracles, a incité les hommes adeptes à se sodomiser. Alors voilà, tristement connu pour le massacre de Johnstone, donc The Brian Johnston Massacre, hein, le titre du groupe, enfin le nom du groupe, voilà, fait référence aussi à ça. C'est le 18 novembre 1978, lors d'un suicide collectif. Qu'elle est devenue l'une des sectes les plus dangereuses en France. Ça s'est passé en Guyane. En fait, les membres ont été contraints donc à mettre fin à leur jour. Et ceux qui refusaient de boire du cyanure étaient menacés d'être tués. En résultat, 914 morts quand même. Hein. Et en fait, dans toutes les sectes, il y a quand même beaucoup cette notion du suicide. Donc c'est assez... voilà, comme il y a aussi le fameux ordre du Temple solaire, hein, une secte ésotérique qui a été fondée par un médecin belge, Luc Jouret, et par Joseph Dimambro, qu'on connaît peut-être un peu plus, en 1984. On a principalement entendu parler d'elle à la fin des années 90, notamment pour les nombreux suicides, encore une fois, hein, qui ont eu lieu en France, mais aussi au Canada et en Suisse. D'après les croyances de la secte, il serait possible de faire voyager son âme si on se suicidait. Alors pour cette secte, qui fait partie des sectes les plus dangereuses en France, hein, en 94, certains partisans de la secte de l'ordre du Temple solaire se sont suicidés en mettant feu à leur bâtiment. D'après eux, leur suicide aurait permis à leurs âmes de voyager jusqu'à l'étoile Sirius afin d'éviter la fin du monde. Un an plus tard, dans cette même optique, 16 fidèles, dont 3 enfants, se sont également immolés par le feu. En 97, 5 fidèles se suicident à nouveau par incendie. 3 adolescents ont toutefois réussi à s'en sortir. Ils ne souhaitaient pas participer à ce suicide collectif avec leurs parents, mais ces derniers leur ont permis d'être épargnés seulement s'ils acceptaient de mettre le feu eux-mêmes. Sympa. Bon, après, il y a aussi le mouvement raélien. Oui, c'est plus connu. Voilà. Non, il y a une, je connaissais pas, qui s'appelle l'Église de l'euthanasie. Donc déjà rien que le blaze, ça envoie du pâté, hein. C'est un mouvement sectaire qui est fondé par le musicien transgenre Chris Corda en 1992 aux États-Unis et prône bêtement et simplement le suicide encore, hein, de ses adeptes, parce que quand même, bordel de merde, on est un peu trop nombreux sur cette maudite planète qui souffre de notre présence. Donc l'avantage de ce coup, c'est que du coup la secte s'est assez rapidement autodétruite, hein, dans la mesure où ses adeptes avaient comme seul but de passer l'arme à gauche et bien sûr l'interdiction de procréer. En revanche, elle encourage vivement la sodomie. Bref, la secte est naturellement antispéciste, et donc aussi anti-humaniste. Elle a des slogans super choupis du genre « Merci Dieu pour le 11 septembre » et puis tant qu'elle encourage un peu aussi le cannibalisme, hein, mais seulement pour les gens qui sont déjà morts. J'avais vu aussi que l'une de ses devises, c'était « Save the planet, kill yourself ». Voilà, c'est pas mal. Ouais. Et il y avait aussi une autre qui m'a un peu fait froid dans le dos, c'était le Creativity Movement, donc dans la famille des sectes néo-nazis, Creativity Movement, qui remplit toutes les cases du love, hein, anti-chrétien, anti-sémite, raciste, globalement, tout ce qui n'est pas suprémaciste blanc, c'est du cacaboudin. Là où les mecs se la jouent cool, c'est qu'ils se sont créés leur propre jour férié. Ils commémorent accessoirement les débarquements coloniaux, les meurtres à caractère racial et les massacres en tout genre. Bref, ils ont l'air hyper fun. Alors pour finir peut-être sur une note plus joyeuse, il y a aussi quelques sectes complètement loufoques. J'en citerai 2 qui me plaisent particulièrement. Celle assez connue du pastafarisme qui estime que, qui vénère le monstre spaghetti volant. Ses adeptes sont appelés les pastafarianes et prône d'avoir une passoire sur la tête sur les documents officiels. Le but de cette église est évidemment parodique et militant.
pour prouver que, d'après eux, les religions ont un postulat assez stupide de base et qu'elles se valent toutes. Et l'une de mes préférées pour terminer, le judaïsme, dérivé du personnage de Jeff Bridges dans The Big Lebowski, qui est donc le maître à penser donc, de ses adeptes. Les préceptes sont très simples. Ne pas trop travailler, dormir quand on a envie, jouer au bowling, boire des Russes blancs. Bref, je pense que ça peut être un bon programme pour ce lundi soir férié. Moi, ça me dit plus. Voilà. Et donc, il va être temps de rendre l'antenne et on va se quitter sur un dernier morceau. Ok, Caro, t'avais pas un truc à ajouter ? Non, mais si, mais je voulais juste... en fait, dans les autres sectes, j'ajouterais la secte de l'Instagramisme. Ah, je ne connais pas. Non, mais en tout cas, juste Instagram, qui, je pense qu'on pourrait en faire presque une émission entière. Oui. Mais justement, on voit beaucoup de liens à l'écoféminisme, le retour à la féminité, enfin voilà, plein de choses, plein de personnes qui s'improvisent un peu comme ça, par recherche, parce qu'elles ont l'impression d'aider d'autres personnes qui les suivent, donc ces influenceuses. Donc c'est toujours très, très féminin. Et en fait, moi, je me suis vue me désabonner de comptes que je suivais comme ça, de façon très légère. Des personnes qui ont un peu vrillé sans non plus absolument... Du côté d'influenceur, il y a quelque chose un peu de gourou. C'est-à-dire que absolument, je vous montre comment moi je fais. Après, il y en a plein qui disent, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. En tout cas, moi, là, je montre comment je fais les choses. Et là, il y a eu une dérive ces derniers temps de plein de femmes qui se lancent dans du conseil, dans des... dans, voilà, de l'orientation, dans des coachs de vie, dans... Et tout, en fait, elles sont suivies par des femmes qui sont en quête de choses, qui ont peut-être dans des moments un peu faibles, enfin voilà. Et tout ça sous couvert de belles photos et de beaux mantras et de belles communautés, de belles sororités. Donc un petit nettoyage sur Instagram déjà, ce serait pas mal. Je pense qu'on tient le titre d'une prochaine émission. Ouais, voilà, vigilance avant tout. Voilà. Et merci Caroline en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Caroline. Dans cette émission. C'était un bon moment. Ouais, carrément, mais il y aurait eu plein de choses encore à dire. On aurait pu parler des Femen aussi, il y a eu une petite polémique et tout ça. On verra plus tard, on fera une deuxième. Bref, on va écouter un dernier morceau. Je viens de découvrir, ça s'appelle Wolf Alice, qui est un groupe de rock alternatif britannique originaire du nord de Londres. Et en fait, c'est un groupe anglais, donc fort estimé par la critique en général, et l'un des rares à s'inscrire encore dans une grande tradition du rock indie à la fois populaire et de haut niveau artistique, se positionnant comme le groupe de festival comparable à nul autre et bientôt le groupe de stade, bien évidemment, avec un don indéniable pour combiner une sophistication presque prog rock avec des explosions de colère noisy grunge. On va écouter le morceau qui colle bien un peu au thème de la soirée, The Last Man on Earth, issu de leur 3e album Blue Weekend qui est sorti en 2001. Voilà, on écoute Wolf Alice et on vous fait des gros bisous. On se dit à dans 15 jours et c'est voilà pour la prochaine émission, voilà, et la dernière de l'année. Bisous bisous. To ask for anything more? Do you wait for your dancing lessons to be sent from God? You'd like his light to shine on you. You've really missed a trick when it comes to love. Always seeking what you don't have, what you do ain't enough. You'd like a light to shine on you. In every book you take, and you dust off from the shelf, has lies between lines, between lines.
person here. And the last man on the earth. But does a light shine on you? Who are you to ask for anything else? The thing you should be asking is for